Bonjour, bonnes gens, bonsoir plutôt. Alors, on m'a conseillé de changer d'angle de caméra, alors j'essaye un peu. C'est un coup d'essai, c'est un ballon d'essai. Moi, je suis pas professionnel, hein, donc je fais pas ces vidéos pour être professionnel et pour être. Voilà, j'essaye de communiquer des idées. Bon, alors, on m'a demandé il y a quelque temps déjà de quelle formation j'avais. Et j'ai pas répondu à cette question, mais je pense que c'est intéressant de voir de quoi on parle, d'où on parle. Also, bien. Alors ma formation, bon bah c'est un peu compliqué. J'ai fait un bac C à l'époque, un bac bon, maths physique. Ensuite, je suis allé à l'université parce que j'ai pas eu mon bac avec mention. Je suis allé à l'université à l'époque. C'était l'université Savoie Technolac à Chambéry, qui venait d'ouvrir sur l'ancienne base aérienne du Bourget. J'ai fait 2 ans en DUG, voilà, sans aboutir à quoi que ce soit. Donc maths, physique, chimie. Chimie, ça allait plus trop, pas trop mal. Maths, ça dépend. L'analyse, ok. L'algèbre, la physique. Ensuite, suite à ça, j'ai devancé mon appel à l'armée. J'ai fait mon service militaire, puisqu'à l'époque on le faisait encore. Et sorti du service militaire, j'ai préparé des concours d'entrée dans les écoles paramédicales. Mon rêve, c'était de faire kinésie et de faire de l'ostéopathie surtout, parce que j'ai un background en arts martiaux. Voilà. Et que, en tant que pratique en arts martiaux, j'ai découvert l'intérêt pour l'acupressure, par exemple, l'acupuncture, la médecine traditionnelle chinoise, et voilà, c'est ce que je voulais faire. J'ai passé quelques concours et finalement j'ai été pris dans une école d'infirmiers. C'est une école que j'ai suivie pendant 2 ans. Et bon, pour me rendre compte que finalement j'étais absolument pas fait pour être infirmier. Et donc je suis sorti de cette école, de cette formation au bout de 2 ans, donc sans diplôme non plus. Et ensuite, eh bien, j'ai un peu roulé ma bosse. C'est-à-dire que j'ai fait du travail intérimaire, j'ai commencé à enseigner les arts martiaux, j'ai passé mon monitorat fédéral et puis le brevet d'État. Donc j'ai pu enseigner contre rémunération, comme on dit. Ensuite, j'ai essayé de faire les concours d'entrée dans les écoles de psychomotricité, puisque ça m'intéressait beaucoup. Et pour faire l'entrée en psychomotricité, il fallait soit passer donc directement de la fin de la première année de médecine avec le concours d'entrée, ou soit euh, suite à une étude, enfin une formation telle que j'avais fait, faire un concours d'entrée direct que j'ai tenté. Donc je l'ai tenté à Bordeaux, je l'ai tenté à Lyon, je l'ai tenté à Lille, sans succès. Et dans ces circonstances, à Lyon, je l'ai raté de pas grand-chose. Dans ces circonstances, j'ai connu ma future épouse, qui est toujours allemande d'ailleurs, et bah, j'ai déménagé en Allemagne, et j'ai eu de la chance parce que en Allemagne, d'abord, bon, enfin, je vais pas vous raconter ma vie, mais bon, voilà, mon mariage n'a pas duré, mais j'ai eu de la chance d'atterrir dans une région où j'ai pu commencer à être professionnel en tant que guide touristique, à exercer la profession de guide touristique. J'ai fait les formations pour, et puis en tant que guide touristique, j'ai découvert ma passion pour l'histoire de l'art et j'ai commencé à étudier l'histoire de l'art. Alors ma formation, bah, actuellement, c'est que j'ai un bachelor
of Arts en histoire de l'art, et je suis actuellement en train, phase finale, on va dire, pas tout à fait, mais presque, du master en histoire de l'art. Voilà, ça c'est ma formation. Indépendamment de ça, j'ai un peu touché à tout, oui, effectivement. Là, j'ai fait un peu tous les métiers. J'ai travaillé dans la logistique, j'ai travaillé dans les vignes, j'ai fait l'école d'infirmier, donc j'ai fait des stages. J'ai travaillé aussi comme aide-soignant. Quand j'ai fait ma préparation pour les concours d'entrée en psychomote, je me suis tapé toute la neuroanatomie, la neurophysiologie. Et puis, bah, j'ai un background scientifique, quoi, à la base, même si j'ai pas, voilà, j'ai quand même quelques notions. Et puis, bah, surtout, bah, mes compétences particulières, donc en tant qu'enseignant d'arts martiaux, mes compétences pédagogiques, un intérêt non négligeable pour la philosophie et pour l'histoire. Voilà. Et puis, bah, force des choses, par la force des choses, l'histoire de l'art. Voilà. Et l'histoire de l'art, eh ben, si vous voulez, c'est l'histoire de la culture humaine, des cultures humaines, l'histoire des sociétés et des cultures, et de tous les artefacts, et de l'anthropologie, si vous voulez, d'une certaine façon. Donc, ça recouvre quand même un certain nombre de domaines intéressants, entre l'anthropologie, entre la philosophie, bien sûr, et puis l'histoire avec un grand H. Voilà. Bien, ça c'était pour répondre à cette question. Et aujourd'hui, en fait, je voulais vous faire part de mes réflexions, et ça faisait un moment que je voulais la faire, cette vidéo, sur l'analyse des termes. C'est-à-dire que le langage, c'est très précis. Et les mots, c'est précis dans leur utilisation. Alors, cette année, on a été gratiné, on a eu des mots qui ont été employés assez souvent, et ils ont leur usage, et ils ont justement, vous allez voir, tout est une question de définition, et toute une question de bien comprendre de quoi on parle. Alors, je vais commencer par le fameux social distancing, la distanciation sociale. Donc, dans une épidémie telle que nous la vivons, l'essentiel, on va dire, comme mesure, c'est d'éviter la contagion ou de la freiner. Bien. Bien. Donc, pour ce faire, on met les gens à distance, soit spatialement, soit temporellement. Mais vous comprenez que si on veut freiner une contagion physique, on a besoin de mettre les gens à distance physique. La quintessence de cette distanciation physique, finalement, bah, c'est la quarantaine. Hein. C'est-à-dire que là, on est au degré absolu, on isole les gens, voilà. Et non pas la distanciation sociale. Quand on entend le terme de social, eh bien, on rajoute une dimension à cette dimension physique, finalement. Et par exemple, là, je suis en train de m'adresser à un auditoire par vidéo interposée, donc on a une distanciation physique, on ne se touche pas, mais nous ne sommes pas en distanciation sociale, puisqu'on a un contact social. Et c'est pour ça que d'employer ce mot, distanciation sociale, a un sens particulier. C'est pour ça qu'il faut faire attention à l'usage des mots. Vous comprenez ? Notre président a employé dans ses discours récemment, 3 termes. Il a dit tester, alerter, isoler. Alors, c'est intéressant parce que si vous écoutez par exemple ce que dit le professeur Raoult, qui est un spécialiste quand même dans la question de virologie, d'épidémiologie, d'infectiologie,
Bon, alors qu'est-ce qu'il dit, professeur Raoult? Eh bien, il dit diagnostiquer, isoler, traiter. C'est pas du tout la même chose. Hein. Tester, alerter, isoler, vous n'avez pas de traitement. D'accord? Le test, c'est pas un diagnostic. Le test, c'est pour faire un diagnostic. Or, un diagnostic s'appuie sur d'autres connaissances, d'autres paramètres que simplement faire un test, par exemple PCR. Parce que justement, les tests PCR ne sont pas faits pour diagnostiquer une maladie, mais pour confirmer sur soupçon, voilà. Par exemple, une personne se présente, a de la fièvre, tousse, perte du goût de l'odorat ou d'autres symptômes de ce genre, fébrilité, etc. Alors, on fait un test PCR pour confirmer un soupçon, supposition. Mais ce n'est pas un diagnostic. Différence. Alerter. Alerter, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est pas un geste médical. On est en train de transmettre une information. Ça me rappelle que quand on faisait la formation de secouriste, je l'ai fait à plusieurs reprises, puisque je l'ai fait à l'armée, je l'ai fait quand j'ai fait mon école d'infirmier, et je l'ai fait aussi quand j'ai passé mon brevet d'État. Donc je l'ai fait 3 fois. La formation, c'est, on dit, protéger, alerter, secourir. Bon. Vous n'avez même pas la dimension de secourir dans cette histoire. Vous isolez les cas. Et vous faites quoi? Eh bien, vous attendez, puisqu'on n'a que ces alternatives qui ont été proposées par notre président. Tester, alerter, isoler. Et on attend quoi? Le vaccin. Pas de traitement. Donc on implique, on instille dans les esprits qu'on n'a pas de traitement disponible, alors que c'est faux. Voilà, tout simplement. Maintenant, alors, je ne sais pas pour prendre la défense du professeur Raoult en particulier, mais maintenant, il y a plusieurs traitements. Ceux qui s'informent sont au courant. Qu'on a parlé d'ivermectine, qu'on a parlé de la colchicine, qu'on a parlé des autres macrolides, de l'azithromycine, du zinc, de la vitamine C, de la vitamine D en prophylaxie, c'est-à-dire en prévention. Et donc, on a aussi l'hydroxychloroquine, le cas échéant. Donc, on a quand même une panoplie de médicaments, de traitements, même s'ils ne marchent pas, ils ne fonctionnent pas à 100%. Ils ont une certaine utilité, ne serait-ce que par exemple dans la baisse de la charge virale. Ça fait des mois que j'en parle, et je suis très étonné, c'est le moins qu'on puisse dire, que le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui est médecin normalement, neurologue je crois, que Olivier Véran n'ait pas réagi là-dessus, parce que en fait, si vous faites baisser la charge virale, vous avez déjà au niveau de la contagion une réduction très forte. Voilà. Même si le traitement n'est pas miracle en soi, eh bien la baisse de la charge virale permet déjà de réduire la contagion. C'est déjà pas mal. Sachant qu'il n'y a pas de contre-indication majeure à l'hydroxychloroquine, puisque ça fait des décennies qu'on en prenait et qu'il y a des tas de gens qui en ont pris pendant bien plus longtemps que quelques semaines et qui s'en portent comme un charme. Donc voilà les choses. L'utilisation des mots, elle a son importance. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut faire mettre le focus là-dessus. Par exemple, on a parlé aussi d'un autre terme. On a dit les comorbidités. Je ne sais pas si pour vous, mais moi, avant le début de cette crise Covid, j'ai rarement entendu parler de comorbidité. Hein. Alors tout le monde a repris ça, les comorbidités, c'est ceci, les comorbidités, cela. Alors on va faire une analyse du terme. Qu'est-ce que ça veut dire comorbidité? Eh bien, en médecine, on utilise par exemple un terme. D'abord, on imagine que quand on est morbide, quelque chose qui est morbide, c'est quelque chose qui n'est pas sain. Une personne qui est morbide, ce n'est pas une personne saine. Donc on imagine qu'elle a des maladies ou une maladie. Eh bien, c'est bien plus précis que ça encore, puisqu'on utilise un certain terme en médecine pour dire morbus, c'est-à-dire l'ensemble de certains symptômes
par exemple, mettre en parallèle acouphènes, perte de l'équilibre et trouble de l'équilibre, acouphènes et perte de l'ouïe, perte du sens, l'acuité auditive, ces trois symptômes mis en commun, c'est ce qu'on appelle le morbus Menière. Okay? Morbus, donc du latin, et qui veut dire la maladie, si vous voulez. Donc c'est une collusion de symptômes, c'est un syndrome. Donc une comorbidité, ça veut dire que quand vous avez une personne qui a des comorbidités, ça veut dire qu'elle a plusieurs syndromes. Et ça, c'est très important, c'est significatif. Si vous dites que vous avez une personne qui est testée positive Covid ou Covid et qui meurt, par exemple, dû à la Covid, avec des comorbidités, eh bien, ça veut dire que cette personne a 1, 2, 3, 4, on ne sait pas combien de maladies complexes, de longue durée, parfois et assez souvent incurables, difficiles à traiter, etc., et lourdes. Ce sont des pathologies lourdes. Donc moi, je préfère parler de personnes à santé précaire, mais bon, comorbidité. Donc on a parlé du diabète, on a parlé de l'hypertension artérielle, on a parlé de maladies cardiovasculaires, obésité, etc. C'est ce qu'on appelle des comorbidités. Mais toutes ces comorbidités sont des syndromes, des ensembles de symptômes qui font qu'une personne qui a déjà ces symptômes en soi est une personne très affectée, déjà au niveau de sa santé, d'une façon globale. Et qu'une personne qui a ces comorbidités attrape le Covid, ça la fragilise d'autant plus. Ce que je veux dire par là, c'est que il est impossible, à partir d'un certain moment, de dire qu'une personne est morte exclusivement due à l'infection au SARS-CoV-2, que c'est la cause unique, ou qu'il y a un ensemble de causes qui jouent entre elles, qui font une synergie pour développer une forme grave qui va amener au décès. Donc là, par exemple, c'est tout à fait important parce que, et les statistiques le montrent, la moyenne d'âge des personnes qui meurent, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes jeunes qui meurent, il y a des personnes jeunes qui meurent, malheureusement aussi, mais la moyenne d'âge des personnes qui meurent se situe autour des 80 ans. On ne va pas, trop y aller par quatre chemins. En Allemagne, c'est vers 84, je crois. En France, c'est un peu en dessous. Bon, on ne va pas chipoter. On est aux alentours de 80 ans. C'est-à-dire qu'on est très très proche, de toute façon, de l'espérance de vie moyenne. Alors, bien sûr, quand une personne est malade, et que c'est un de vos proches, de toute façon, même indépendamment de ça, une personne qui est malade et qui est atteinte et qui est atteinte gravement, c'est toujours un drame, bien entendu. Mais vous comprenez, si cette personne a déjà en soi un tableau clinique, comme on dit, très défavorable, c'est-à-dire avec plusieurs comorbidités, c'est-à-dire avec plusieurs maladies lourdes, pathologies lourdes, le fait d'attraper le Covid, bon, ça ne va pas, bien entendu, jouer en sa faveur, hein, on est d'accord. Donc, si vous êtes en pleine santé et que vous attrapez le Covid, vous pouvez faire une forme très grave, éventuellement, et ça, c'est pas à souhaiter. Il y a des gens qui meurent aussi qui sont jeunes et qui n'ont pas forcément des comorbidités. Mais c'est très, 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 très rare. C'est extrêmement rare. En fait, à chaque fois qu'il y a un décès comme cela, c'est arrivé qu'on ait constaté un enfant ou des jeunes gens normalement en pleine forme, on peut soupçonner qu'il y a derrière cela, il y avait en fait déjà une pathologie,
ou une fragilité quelconque, on va dire, qui fait que cette personne-là a été particulièrement exposée et en a fait développer une forme très grave, et ça ne vient pas tout seul, quoi. Voilà, en gros. Hein. Tout ça pour vous dire quoi? Que quand on utilise ces mots, il faut justement comprendre quel est le sens qui est derrière ça. Hein. Et comorbidité, en soi, bon, comme c'est un terme un peu, voilà, un peu médical, etc., ça a l'air de passer pour un doux euphémisme. Mais c'est pas une réalité, ça n'exprime pas la réalité, vous comprenez. Voilà. Donc, qu'on soit précis sur les termes et qu'on fasse attention à l'utilisation des termes, à l'usage des mots. Quand on vous dit distanciation sociale, faites attention. Vous voulez vraiment perdre le contact social avec vos proches, avec les autres. L'être humain est un être social. Il a besoin de contacts sociaux pour se développer. Boris Cyrulnik, qui est intervenu récemment, a dit on a besoin de l'autre, parce que si on n'a pas l'autre, eh bien, on perd des facultés intellectuelles, et rapidement. Louis Fouché en a parlé, les personnes qui sont dans les EHPAD et qui n'ont plus de contacts sociaux, ils démontent, ils perdent leurs facultés intellectuelles, cognitives, comme on dit, dans le métier, très rapidement. Très rapidement. Donc, ça, c'est aussi un facteur de déliquescence de sénescence, etc. Donc, contacts sociaux, c'est important. Distanciation physique, oui. Mais surtout pas de la distanciation sociale. Au contraire, on devrait renforcer les liens sociaux. Personne avec comorbidité, bien, d'accord. Alors, bien sûr, prenons en compte les comorbidités, mais cessons d'effrayer tout le monde avec des termes qui font peur à tout le monde, mais qui ne reflètent pas la réalité. D'accord? Voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire par rapport à ces mots qui abusent. Et je préférerais qu'on parle justement à juste titre de diagnostiquer et non pas de tester, de protéger et non pas d'alerter. Bon, d'isoler quand il faut, ça c'est sûr, bon, voilà. Mais ça, l'isolement, la quarantaine, c'est une mesure, surtout l'isolement pour toute une population, c'est une mesure de dernier recours, c'est quand on ne peut plus faire autrement. Hein. Et surtout, donc, de traiter quand on a la possibilité de traiter, et d'arrêter de dire qu'il n'y a rien à faire et qu'il n'y a plus qu'à attendre le vaccin. Sans dire que le vaccin, bon, la vaccination peut être un espoir, mais vous comprenez, si vous avez une maladie nouvelle, pour développer un vaccin qui soit sûr, dont on soit sûr qu'il n'y a pas d'effet à long terme. À long terme, donc il faut qu'il ait été testé en phase 1, 2, 3, en phase préclinique, ce qui n'a pas été fait, bien souvent, dans les vaccins qui sont proposés là, sur le marché. Phase 1, phase 2, phase 3 clinique. Donc on augmente le nombre de personnes testées, on augmente la durée, etc. Doppelblind, c'est-à-dire qu'on appelle randomisé, etc., double aveugle. Ces tests doivent être faits avec parcimonie, avec précaution, en contrôlant les effets, en les vérifiant. Et une fois que ces tests sont conduits, et qu'il s'avère que les vaccins sont sûrs, avec un développement de 5, 8 ans, 10 ans, là, d'accord, vous pouvez préconiser un vaccin. Mais avant, on est en train de faire de l'expérimentation humaine à grande échelle. Or ça, c'est interdit par le code de Nuremberg. D'accord? Donc il faut savoir de quoi on parle. Avant d'ouvrir, là, tout le temps, là, les communicants, là, Monsieur Véran, Monsieur Macron, etc., les profs, les médecins de plateau, là. Voilà. Sachez de quoi vous parlez et soyez précis sur vos termes. Et il est important que nous nous informions sur l'usage de ces termes, de cette langue, pour décoder. Parce qu'ils sont en train de nous encoder et je vais rester à ce terme. Allez, bonjour chez vous.